Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent le secrétaire général du syndicat national des banques, établissements financiers, commerce et pétroliers. Vous l'aurez compris, nous recevons M. Amadoun Ba. Monsieur Ba, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Monsieur Laya Diarra, il est du soir de Bamako. Monsieur Diarra, merci d'être avec nous. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Ba, votre regard sur la composition du jury de ce soir? Il y a un auquel je suis habitué, oui. M. Keïta, et Diarra que je connais. Donc, j'espère que ça sera un jury impartial et quand même un peu clément. D'accord. Clément. un peu clément. Abdraman, nous avons M. Ba qui comparaît. Il y aura un jury juste et puis c'est tout. Oui. C'est qu'on demande au juge, non? Oui. On demande d'être juste. Souvent de la clémence aussi. La clémence, oui. Quand bon. La clémence aussi. Ouais. Ouais, la prison est une exception. La clémence. Oui. Bon, la clémence, ça, c'est peut-être c'est au juge de siège qu'il faut le demander. Allez-y maintenant. que vous inspire d'avoir déjà M. Ba? Bon, moi, c'est un garçon très brillant que nous recevons aujourd'hui. Un garçon. Il a raison. Très brillant. Non, il préfère être garçon. D'accord. Il préfère. Très brillant que nous recevons aujourd'hui et qui est en train de plus en plus d'imprimer ses marques à la marche du pays en tant que syndicaliste très poignant. Et je pense que le grand jury, les téléspectateurs et les auditeurs du grand jury ne vont pas souffrir d'autre chose que de cette poigne-là qu'on lui connaît, de la franchise qu'on lui connaît. Et l'actualité tourne autour de choses pour lesquelles on l'avait déjà accueilli ici par le passé, si j'ai bonne mémoire. Bien entendu. Voilà, il y a eu des évolutions. Les tenants et aboutissants de ces évolutions-là, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux placé pour édifier le public là-dessus. Voilà qui justifie vraiment sa comparution aujourd'hui et les attentes aussi du public. Laya, nous avons M. Ba qui comparaît devant nous. Oui, il l'a dit, hein, mais c'est quand même un syndicaliste réputé pour son courage. Pas un garçon, mais c'est un syndicaliste connu pour son courage, qui a quand même en train de démontrer l'image du vrai syndicalisme. Et sa présence aujourd'hui, ça se justifie, parce qu'avec l'évolution récente de la crise au niveau du secteur, moi je crois qu'Abdraman l'a dit, il n'y a pas mieux indiqué que lui, en tout cas pour édifier les Maliens sur les contours de cette affaire au niveau du secteur et de l'évolution récente avec vraiment la suspension du mode de grève qui était quand même maintenu comme une épée de Damoclès sur la tête des Maliens. D'accord. On va effectivement évoquer cette évolution, si vous voulez, du mot d'ordre de grève, mais en attendant déjà, nous allons évoquer les sujets de généralité. Par exemple, l'opinion, en tout cas, j'ai vu qu'on vous prête cette phrase selon laquelle Choguel n'est bon que dans la rue. Monsieur Ba, qu'est-ce que le Premier ministre a fait pour mériter, si vous voulez, un tel déchaînement, si vous voulez? Bon, on parle du Premier ministre Choguel. Oui. Effectivement, c'est dû à ses sorties. Vous assumez déjà ces propos que Choguel n'est bon que dans la rue. Choguel, je veux parler du Premier ministre. Franchement, je ne me dédie jamais. D'accord, allez-y. Pour moi, il n'est bon qu'au boulevard de l'Indépendance, compte tenu de ses discours. Pour moi, le discours qu'il tient n'est pas des discours à la hauteur d'un Premier ministre. Il doit remonter et comprendre qu'il est le Premier ministre de tous les Maliens. Vous faites allusion à quel discours déjà? Je fais allusion à ses sorties quand il a voulu laver proprement
le général dictateur Moussa Traoré et salir quelqu'un qui est sorti par la grande porte, Alpha Oumar Konaré. Pour moi, c'était très maladroit de sa part. Il ne peut pas dire que Moussa Traoré a beaucoup fait et que Alpha n'a rien fait. Et que le régime, les 10 ans du régime d'Alpha Oumar Konaré, que c'est négatif. Il oublie beaucoup de choses. Il oublie que quand Moussa quittait le pouvoir en 91, Bamako était un petit village. Et que Alpha a créé les ACI, même l'école, un village et une école, c'est Alpha. Il a péché, Alpha. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais il a été un grand chef d'État. Le panafricanisme, c'est Alpha. D'accord. Même la lutte, même ce dont on parle, le souverainisme, Alpha l'a défendu. Je me rappelle de sa sortie à la Sorbonne devant des milliers d'étudiants, quand Alpha disait à la France, et en France, ne nous envoyez plus vos médicaments inadaptés. Si vous aimez les Maliens, si vous aimez le Mali, il faut d'abord aimer les Maliens qui sont en France. Et ça, c'était un discours hautement patriotique. Alpha a refusé beaucoup de choses à la France, mais de la meilleure façon. Et mieux, on lui a retiré l'organisation du sommet France-Afrique, justement compte tenu de ses positions. Alpha s'est rapproché de la Libye. Et tout le monde sait les relations entre le Mali et la Libye à l'époque, et les relations entre le Mali et la France à l'époque. Donc il ne faut pas qu'on attribue tout ce qui est mauvais au régime des 30 ans. Mieux, j'ajoute une dernière phrase. Allez-y. À chaque fois que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga insulte les 30 ans, qu'il n'oublie jamais qu'il s'insulte. Il est acteur des 30 ans. Il a été ministre sous ATT, il a été ministre sous Moussa, sous Ubeka, il était même porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Peut-être en lieu et place d'insulte. Voilà. Non, on va Merci mettre beaucoup. critique. Allez-y, Abdraman. Donc, puisqu'en lieu et place de jugement, tu as choisi déchaînement. Allez-y. Allez-y. Effectivement, je retrouve, si j'ai bonne mémoire, la sentinelle de la démocratie. Le bouclier. Le bouclier, voilà, que vous étiez, n'est-ce pas? Vous avez une association qui s'appelle le bouclier de la démocratie. Est-ce qu'on peut savoir ce que cette association est devenue et aujourd'hui, en tant que bouclier, ancien bouclier, peut-être un bouclier actuel de la démocratie, qu'est-ce que vous pensez de la situation que nous vivons, des libertés que la démocratie transporte, libertés individuelles et collectives, des droits, tout ça et autres là? Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre appréciation de ces paysages-là que vous avez voulu coûte que coûte vous-même défendre, qui n'étaient peut-être pas aussi en danger qu'aujourd'hui lorsque vous sortiez à l'époque? Effectivement, le bouclier de la démocratie avait été créé en 2009. J'étais le vice-président. C'est le camarade Djané qui en était le président. Et quand on créait l'association, le bouclier de la démocratie, c'était dans le contexte de tripatouage de constitution avec les velléités de troisième mandat. Tandja avait essayé, etc. Et on avait pressenti que c'était la mouvance générale. Et c'est dans ce contexte... Et que ça pouvait contaminer le Mali. Que ça pouvait contaminer le Mali, etc. Ça remonte depuis 2009. Après, nous nous sommes éparpillés, effectivement, comme beaucoup d'associations qui se créent et qui meurent pratiquement toutes seules. Et quand vous dites qu'aujourd'hui, le contexte est le même, et même plus grave, je ne vous contredirai pas. Mais je dis juste que le contexte a changé. Le monde est dans un bouleversement total. Et la géopolitique et la géostratégie sont en train de changer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on contextualise aujourd'hui. Mais si les boucliers doivent renaître, c'est aujourd'hui même que les boucliers doivent renaître, je reconnais. Parce qu'il faut mettre fin à beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on a vu le Niger, ce qui s'est passé. Même si quelque part, la majorité des Africains aujourd'hui applaudissent, pour beaucoup de raisons. Parce qu'il faut le dire également, je le disais tantôt, Alpha a laminé les Français en France, mais à un moment donné, il faut que ces Occidentaux arrêtent d'installer des dirigeants. Il nous faut une vraie démocratie et sortir de la démocratie de façade, où on organise des élections, où la démocratie se résume uniquement à l'organisation des élections. Pourvu. Oui, mais est-ce que ce contexte-là dont vous parlez devait emporter, balayer les acquis? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'acquis aujourd'hui, qui sont peut-être remis en cause. C'est sur ça qu'on veut vous entendre en tant que bouclier de la démocratie. Les acquis. Bon, le bouclier de la démocratie, je l'ai dit. Aujourd'hui, je ne suis pas bouclier de la démocratie. L'association est pratiquement morte. Alors, j'en étais le vice-président. Parce que les convictions sont restées. Les convictions restent et voilà, donc, tout le temps. D'accord. Nous sommes démocrates dans l'âme.
nous avons été tout le temps éduqués dans ce sens. Alors, et votre jugement de la situation actuelle, voilà. Aujourd'hui, ce que j'ai dit par rapport aux acquis, nous avons intérêt à faire mieux que les acquis. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, les acquis sont en train d'être remis en cause, d'où la sortie de Choguel, qui veut tout balayer d'un revers de la main, tout ce qui a été un acquis, la liberté de la presse, la liberté d'expression. On a vu... Mais pourquoi forcément Choguel? Choguel n'est qu'un employé. C'est quand même, c'est parce que peut-être ce qu'il fait est cautionné ailleurs que nous sommes en train de vivre ça. Ailleurs, c'est où? Ailleurs, il le sait. Je dis qu'il n'est qu'un employé. Ça veut dire qu'au niveau de ses employeurs. Oui. Donc, au niveau de pourquoi on a tendance à comprendre. On a vraiment plus diplomate ce soir. Les personnes évitent. Non, justement, je vais sortir de cette diplomatie. Non, il sait de quoi il s'agit. N'est autre que le président de la transition, Assimi Goïta. C'est son employeur. Mais tout le monde sait comment Choguel est arrivé. Il s'est pratiquement imposé. Tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'imposer. Il malmène ses employeurs aussi. Quand il dit dans ses discours qu'il n'est au courant de rien, il est en train de les abandonner en plein vol. Donc, c'est à voir aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme, en réalité, il manipule tout. Il est en train de tout manipuler. Vraiment, je respecte. Ok, Abdelman, s'il vous plaît, on va passer. Non, vous allez revenir. Une dernière remarque. Vous pensez que celui qui a prêté serment devant les mains de préserver ces acquis-là est beaucoup moins blâmable que celui qui manipule? Vous savez, ça, c'est à un autre niveau. Je ne voudrais pas... Parce que, avec ma façon de parler avec conviction, on risque je risque d'aller très loin. C'est pour cela que je voudrais qu'on sorte de Choguel. On aille à nos sujets. Je voudrais savoir ce que M. Ba, vous êtes avant tout syndicaliste. Avant tout. Mais en essayant de faire le focus sur votre parcours, il a évoqué, vous aviez été bouclier de la démocratie. Tout à fait. Aujourd'hui, vous vous attaquez au Premier ministre de la Transition. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison à vos détracteurs qui pensent que vous êtes un syndicaliste, un politique qui est déguisé quoi, habillé sous la couverture de syndicaliste? Non, je vais vous mettre à l'aise. Nous sommes tous politiques, sans exception. Il n'y a pas plus politique qu'un syndicaliste. Ce qu'un syndicaliste ne fait pas, c'est de compétir avec les partis politiques pour chercher du pouvoir. Tu ne peux pas être syndicaliste et ne pas t'intéresser à la vie de la nation. Et quand tu t'intéresses à la vie de la nation, tu feras forcément de la politique. Et si tu ne fais pas ça, ça retombe toujours sur les travailleurs. Toutes les conséquences de mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, tout ça, 2012, de Amadou, tout ça, qui a récolté les pots cassés? Ce sont les travailleurs. Ce qui s'est passé au centre, etc., où sont ces travailleurs? Mais le danger à ce niveau, nous sommes obligés de nous le pouvoir peut de voir politique. Une connexion entre vous et ses adversaires. C'est ça le problème. Vous savez, peu importe là où on nous situe, on a tout dit, on a traité Katelé de tout, de l'INTM de tout, de pro-IBK, de pro-transition, mais je l'ai dit, notre conviction aujourd'hui, c'est que cette transition, elle n'est ni pour Assimi, ni pour Choguel, ni pour les 5 colonels. La transition, elle est pour tous les Maliens. Nous avons le devoir de tout faire pour réussir à bien mener cette transition, qu'elle réussisse et qu'on sorte définitivement des transitions répétitives et qu'on aille vers des élections libres, transparentes, crédibles. Et ce travail, c'est le devoir de tous les Maliens sans exception. D'accord. Et en faisant ce travail, tu n'es ni pro-Assimi, tu n'es ni pro-Choguel, tu n'es pro-personne. Tu es pro-malien. D'accord. Tu es pro-malien. Monsieur Ba, il y a quelques jours, vous aviez déposé un préavis de grève et nous avons constaté que le mot d'ordre a été levé in extremis. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a prévalu à la levée de votre mot d'ordre de grève? Vous savez, nous, quand nous déposons un mot d'ordre de grève, c'est avec des points. Oui. Et nous sommes catégoriques. Il y a des points où, quand il n'y a pas satisfaction, ce n'est pas possible de lever le mot d'ordre de grève. Nous avons déposé 12 points de revendication. Parmi les 12 points de revendication, il y avait des points clés. Oui. Surtout les points qui consistent, qui ont trait à des injustices. Et nous sommes réfractaires à toute injustice, d'où que ça vient. Quels sont ces points déjà? Ces injustices, nous avons des camarades qui ont été licenciés parce qu'ils ont mis en place un syndicat.
dans le dépôt de Sanké, à Bérébin, c'est une microfinance, et le dépôt de Shell Vivo à Tabakoto. Ce sont tous ces syndicalistes-là, quand on les regroupe au nombre d'une trentaine qui ont été licenciés. La seule raison, c'est parce qu'ils ont mis un syndicat en place. Et ça date de 2022, novembre 2022. Nous avons dit ça, c'est inadmissible. Ce sont des choses condamnées par la Convention 87 de l'OIT et la Convention 98 de l'OIT, qui sont des conventions internationales qui condamnent cela fermement. Nous avons alerté les autorités pour leur dire faites attention. Ça peut marcher ailleurs, mais chez nous, c'est inadmissible. D'accord. Parce que ça tue le syndicalisme. Il y a un autre point où des camarades, dans l'affaire du Fonds mondial, où on a des gens qui ont été détenus, qui ont été arrêtés, dont un qui travaillait à la Banque Atlantique, qui a été l'auteur, l'acteur de tout ce dénouement, qui a orchestré le tout pour faire arrêter les commanditaires, les présumés commanditaires en flagrant délit. Parce qu'il a tout orchestré, lui il est à la Banque Atlantique. Ces gens ont créé un autre compte à Orabank, un compte société, qui était censé travailler avec le Fonds mondial, mais qui ne travaillait pas en réalité avec le Fonds mondial. C'était une société qu'ils ont créée comme ça. Et ils faisaient des virements du compte du Fonds mondial à la Banque Atlantique vers ce compte de société qu'eux-mêmes ont créé à Orabank. Donc, le banquier, lui, ne faisait que les opérations de virement, conformément aux ordres de virement qui étaient signés par les autorités habilitées au niveau du Fonds mondial. Après, le dernier virement, c'était un montant de 157 millions. On s'est rendu compte que le compte, il y avait des agios qui sont passés, donc le chèque de 150 millions ne pouvait pas passer. Donc voilà pourquoi on est venu. Donc lui qui a organisé tout pour qu'on arrête les malfrats au niveau de la banque Orabank, il a demandé à son DG donc d'ordonner le virement de 157 millions et de confirmer que le virement a été fait à ses clients. Vous pouvez nous dire en réalité qu'est-ce que vous avez obtenu, qui vous a poussé comme il l'a dit. Ce qu'on a obtenu. Voilà, ce qui a prévalu. Ce qu'on a obtenu. De toute façon, le responsable de la Banque Atlantique, qui n'a absolument rien à voir et rien fait du tout, lui, il a été libéré depuis longtemps. Il restait 2 camarades qui étaient encore en prison. Or, on a libéré la veille de la fête les présumés auteurs. On a libéré les présumés auteurs, mais on a gardé les présumés complices. Nous, on a dit, bon, là, il y a un problème. La complicité n'est même pas établie. Et c'est des responsables, c'est des travailleurs des banques. Ils n'allaient pas fuir. Donc, on a demandé une liberté provisoire. Et ça, on l'a obtenu. Nous l'avons obtenu la veille de la grève. Oui, mais comment vous avez obtenu la liberté provisoire auprès de la justice, alors justement, que c'est pas la justice qui doit gérer ça, puisque c'est la justice qui doit gérer. Non, vos revendications ne sont pas gérées par la justice. Je vais vous aider. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau déjà? Non, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a dû donner une injonction à la justice. La justice est indépendante. Ah voilà, elle devrait être indépendante. Je sais que c'est sur cette base que vous dites ça. Justement. Nous avons introduit une requête pour demander une liberté provisoire, c'est ce que j'avais dit depuis, bien avant la grève. Justement. Et c'est cette demande introduite par nos avocats auprès d'un autre juge qui a donné suite à la libération de ces camarades-là. Donc c'est un processus judiciaire qui a été suivi et qui a permis à la libération de ses camarades. Peut-être c'est une belle coïncidence. Allez-y. Mon problème, c'est 2 petites questions. La première, c'est que vous avez voulu faire une grève sans service minimum. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à ce niveau, vous avez voulu outrepasser vos droits? Parce que est-ce qu'on peut observer une grève sans service minimum? Tu vas répondre à cette question d'abord. Vous savez, nous avons cet avantage. Nous respectons scrupuleusement le Code du travail. Le service minimum concerne les services publics. Les services minimums n'ont jamais concerné les services privés. Le secteur privé n'est pas concerné par le service minimum. Le Code du travail parle du service minimum et il y a le décret d'application qui parle des services concernés. Jusqu'ici, les services concernés, ce sont les services d'État, la santé publique. Quand la santé va en grève, vous n'allez jamais entendre parler de service minimum dans une clinique qui va en grève. Parce que la clinique, c'est un secteur privé où il y a des capitaux privés et qui ne servent qu'aux gens qui ont déposé leurs capitaux.
donc ce qui ne sert pas l'État. Donc le service minimum concerne les services publics. Et nous sommes du secteur privé. D'accord. Et le secteur privé n'est pas concerné par le service minimum. Je veux juste terminer par rapport à vos camarades dont vous demandez la libération. Je sais bien que c'est sur le fonds Gavi. Il y a eu une soustraction quand même frauduleuse de fonds. Des présumés auteurs ont été arrêtés. Tout à fait. Les responsables du programme et les agents de la banque. Vous, votre problème, c'est qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures parce que vos camarades sont retenus, ils sont maintenus en détention pendant que les responsables du programme sont en liberté. Mais est-ce qu'en optant pour cette posture, vous n'avez pas cautionné quand même un délit en défendant vos camarades qui ont quand même une part de responsabilité dans l'opération, quoi. Présomption de délit, quand même. Merci. C'est la présomption d'innocence. Au nom de la présomption d'innocence, nous n'avons aucune velléité à vouloir s'ingérer dans les affaires judiciaires. Mais nous avons l'habitude de le dire. Nous avons fait un constat général. Dans les banques sont considérées comme des vaches à lait. Vous savez, on ne dit pas tout. Mais aujourd'hui, je vais toucher à un point. Allez-y. Au niveau de la BICIM, où un opérateur économique vient prendre un prêt de 2,8 milliards. Il amène les garanties. Parmi les garanties, il y a les biens immobiliers, il y a les biens gagés. Les biens gagés, c'est les matériels roulants, où la BICIM a contribué à l'achat des citernes et des camions. Le monsieur, dès qu'il a pris les 2,8 milliards, il n'a plus effectué de remboursement. Les 2,8 milliards sont partis en perte. On a introduit une action judiciaire. C'est resté sans suite. Le même client véreux chante partout que lui, il a la justice dans sa poche. Et il le prouve. Il le prouve comment? Le code pénal dit, quand tu détournes les biens gagés, c'est la prison. Il a détourné les biens gagés d'une valeur de 1,130 milliard. Il n'a jamais été inquiété. Nous l'avons amené à la justice. Aujourd'hui, nous avons été obligés de provisionner les 2,8 milliards en perte. C'est comme si la banque a sorti 2,8 milliards et donné à quelqu'un qui passe par la rue et il est parti avec l'argent. Et avec la complicité de qui? Nul besoin de le dire. Le juge qui s'est saisi du dossier, le comité syndical a écrit au procureur général à l'époque pour dénoncer et dire attention, 2,8 milliards, c'est le résultat de 2 ans d'une banque, de la BICIM, à l'époque. Quand on est allé voir le procureur, tout ce qu'il trouve à dire, il dit, mais allez-y réaliser vos garanties. Et les garanties, c'est quoi? Les biens immobiliers qui ont été surévalués. Les biens immobiliers, leur valeur, c'est dans les 1 milliard et quelques. Mais la réalité... C'est le banquier qui évalue quand même. Non, ce n'est pas le banquier. Et qui justement, évalue? si c'était le banquier, ce banquier, il allait rendre compte. Ce n'est pas le banquier. Il y a les experts immobiliers qui sont touchés. C'est tout un circuit, c'est tout un réseau. Donc aujourd'hui, nous perdons ça. Monsieur Ba, est-ce que vous êtes en train de... Oui, mais est-ce que vous êtes en train vous êtes déçu de la justice finalement? Je vais vous poser la même question. Allez-y. Je vais vous reposer la même question. Oui. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, qui voudrait, même s'il a raison, que son affaire aille à la justice? Je vous pose la question. Moi, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas même savoir. personne ne veut. Moi, vous savez pourquoi? Oui, allez-y. Moi, parce qu'on dit qu'un bon arrangement vaut toujours mieux que un bon procès. Un bon procès. Donc on peut ne pas vouloir aller à la Peut-être il va répondre. Allez-y. Même ce terme a toute sa signification. Le fait de dire qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon jugement, ça a toute sa signification. Allez-y, Abdraman. Bon, super. Bon, on reviendra sur la justice parce que allez-y. vous avez eu des propos. On va continuer d'abord sur votre... Puisque votre grève, quand même, on l'a évoqué ici, intervient quand même en période d'observance d'un certain moratoire de la centrale syndicale à laquelle nous participons. L'UNTM, hein? L'UNTM. Vous avez souscrit à cette... On a comme l'impression qu'en réalité, vous ne tolérez pas au privé ce que vous tolérez au public, à l'État. Est-ce que, alors que l'État peut dépendre aussi du public, si l'État est un peu handicapé par la grève, ça peut se répercuter sur le public. Quel est ce 2 poids 2 mesures qui fait que vous observez un moratoire pour ce qui concerne les autorités,
Et vous avez vous-même dit ici qu'il y a des gens qui disent que qu'il est avec la transition, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne donne pas raison à ces gens-là quand ils disent qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus faible devant les autorités de la transition que devant le privé? Le simple privé. Non, pas du tout. En réalité, ce moratoire n'a jamais existé. Et vous avez dû voir la circulaire de Katili. Il dit nous sommes d'accord avec une trêve qui n'est pas signée, mais à condition qu'il n'y ait jamais d'entrave à la liberté syndicale. Quand il y aura entrave à la liberté syndicale, la centrale INTM ne tolérera jamais. Et vous avez vu la lettre de l'INTM par rapport à notre préavis de grève, signée par le J'ai vu ça, effectivement, c'est pourquoi j'en parle. Qui a condamné le fait qu'on licencie des syndicalistes pour raison de grève. Et qui a averti l'État pour dire ça, c'est des choses que l'INTM ne tolérera pas. Mais la centrale, comme je vous l'ai dit, il y a une hiérarchie syndicale. Il y a les syndicats nationaux. Si l'INTM devrait aller en grève pour ça, l'INTM va aller en grève tous les jours. Et l'INTM n'a pas vocation à aller en grève pour des sujets qui concernent un comité ou un seul syndicat national. Vous voulez dire qu'en réalité, les moratoires acceptés, même si c'est tacitement par l'UNTM, ne concernent pas les syndicats membres de l'UNTM? Les revendications ça ne les engage pas? Ça ne les engage pas? Au fait, ce qu'il y a, il faut entendre par la trêve, pas de revendications nouvelles pour le moment. Il ne faut pas entendre par la trêve qu'on ferme les yeux sur les entraves à la liberté syndicale, qu'on ferme les promesses antérieures. C'est pour dire que nous les engagements antérieurs amener sur la table du gouvernement. Dans votre préavis de grève, non, je ne suis pas terminé. Dans votre préavis de grève, comme vous l'avez évoqué, vous exigez que les agents qui ont été, comme vous l'avez dit, illégalement licenciés soient repris. Est-ce qu'on peut raisonnablement exiger d'un privé qu'il reprenne des agents? On peut tout au plus dire qu'ils soient vraiment dans leur droit. Oui. Mais on ne peut pas. Est-ce qu'on peut exiger d'un privé de retenir un emploi dont il n'a pas besoin? On ne peut pas. Alors, donc pourquoi vous dites alors de les reprendre? Je vais vous répondre. Pour des raisons syndicales. La convention 87 est claire. On ne peut pas licencier un syndicaliste, même dans le privé, même dans une entreprise familiale. Alors même qu'il n'y a pas de comment on appelle de service minimum dans le privé est astreint aux conditions du public et ne peut pas bénéficier de les mêmes choses que le public. Le service minimum, il faut le retenir. Le service minimum ne concerne même pas tous les secteurs publics. Le service minimum est encadré pour les services vitaux de l'État. Oui, mais monsieur Ba, que nous sachions, un privé peut tout juste se... Allez-y, Abdraman, s'il vous plaît. C'est-à-dire donner à son employé les obligations qu'il a vis-à-vis de cet employé, le libérer. Parmi ces obligations, pas obliger un privé à retenir comme employé un employé dont il n'a pas besoin. Abdraman, c'est le code qui l'oblige à le retenir quand c'est un syndicaliste. Un syndicaliste ne peut être licencié que par l'inspecteur du travail. D'accord. Parce que si on autorisait tout le temps, dans le secteur privé, comme vous le dites, qu'on licencie un syndicaliste quand on n'en a pas besoin, il n'y aura jamais de syndicat dans le secteur privé. C'est pour cela que le Code du travail, la Convention internationale du travail, protège. C'est pour cela qu'on les appelle les employés protégés. C'est ce qui fait aussi... Allez-y, Léa, s'il vous plaît. Sinon, moi, je ne serais pas là. Au regard du dénouement... Pour régler son problème. Oui. Si on pouvait licencier parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un dans le syndicat, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je suis plus que gênant, vous le savez. Oui, M. Ba, au regard du dénouement, parce que la grève a été suspendue, on a l'impression que vous n'avez pas été maximaliste. Pourquoi? Sur 12 points de revendication, vous n'avez eu satisfaction que sur 4 points. Est-ce à dire que ce sont ces 4 points Est-ce à dire que ce sont ces 4 points qui étaient vraiment le point saillant? Sur les 12 points, nous avons eu satisfaction sur les 12 points. Les 4 points, c'était le point de blocage. C'est ce que j'ai dit. Sur les 12 points, le premier point, c'est la régularisation de tous les intérimaires qui sont dans le secteur des microfinances. Ça a été validé avant le 31 décembre 2024.
Le deuxième point, c'est les entraves à la liberté syndicale. Les entreprises se sont engagées, le patronat, à respecter désormais la liberté syndicale. Le troisième point, c'est les travailleurs licenciés illégalement en violation du Code du travail et de la Convention 87 de l'OIT. Le gouvernement s'est engagé d'ici 3 semaines de tout mettre en œuvre pour leur retour, d'où la suspension. On n'a pas levé le mot d'ordre de grève. Le quatrième point, c'est sur l'AMO. L'AMO, je rappelle, c'est une revendication de la centrale UNTM. Maintenant, nos entreprises, banques et assurances, quand l'AMO venait, ça nous a trouvé dans une situation mieux que l'AMO. Nous avons l'évacuation sanitaire quand le plateau technique ne répond pas. Nous avons une prise en charge 100% par endroit de l'assurance maladie et il n'y a pas de ponction sur nos salaires. C'est-à-dire la part salariée n'est pas déduite de nos salaires. L'AMO, quand l'AMO est arrivé, vous vous rappelez de l'histoire. Puisque c'est obligatoire. On dit que c'est obligatoire, mais le caractère obligatoire a sauté dès lors que Amadou Toumani Touré est sorti à la télé pour dire, 1, ce n'est plus obligatoire, 2, signer des trucs de non-adhésion que les travailleurs ont signé individuellement, et ATT est allé loin. Il l'a mis dans les textes. Il a reversé. Il l'a mis dans les textes. Il a reversé certains paiements. Il a reversé certains paiements. Ouais, parce qu'il était en difficulté. L'action en elle-même du président de la République fait que, dans la pratique, on se retrouve face à une loi que la pratique a corrigée. Quand la pratique corrige une loi, ça reste une loi. 1. De 2, la loi de l'AMO a trouvé une disposition qui existe, qui dit que les avantages acquis, on ne peut renoncer aux avantages acquis. Donc l'avantage que nous avons, nous l'avons. Maintenant, pour vous aider, pour répondre à sa question, les banques et les assurances cotisent la part patronale, qui se chiffre à plus de 3 milliards par an qu'on donne à l'INPS pour, entre guillemets, en tout cas, nous aidons. Oh, mais c'est une solidarité. C'est la solidarité. Ouais. Maintenant, il y a cette solidarité qui existe et qui a toujours existé. Malgré cette solidarité, l'INPS n'arrête pas d'envoyer des lettres de redressement à nos établissements en exigeant de nos établissements qu'ils fassent la ponction sur les salaires et exiger que les travailleurs rentrent dans l'AMO. D'où le préavis de grève. Pour dire attention, nous vous versons déjà 3 milliards en guise de solidarité. Si vous ne faites pas attention, même les 3 milliards qu'on verse, ce n'est pas une obligation. On peut nous rétracter. Donc attendez qu'on se retrouve à un moment donné, qu'on analyse et qu'on regarde. Vous avez obtenu quoi, M. Ba? Ce que nous avons obtenu, c'est que les lettres de redressement qu'on envoie dans nos établissements ne se feront plus. C'est ce que nous cherchons. L'INPS ne va plus envoyer les lettres. Maintenant 3 milliards. L'INPS aura toujours les 3 milliards. Ce n'est pas l'INPS, mais pas le redressement. Mais le redressement s'arrêtera. En attendant que nous, les travailleurs, on analyse la possibilité d'intégrer l'AMO. Ça, c'est un point d'acquis. L'autre point, c'est la BOA. La BOA, c'était un point crucial également, où les travailleurs avaient des acquis, la Bank of Africa. La Bank of Africa, le personnel avait un taux préférentiel, les conditions de prêt au personnel. Ça répondait enfin à la pratique dans le pays. Et ces conditions de prêt ont été revues par le groupe au Maroc. Et la BOA était le taux a augmenté. Le taux a augmenté. Et les travailleurs étaient allés en grève. Une semaine. C'est nous qui avons fait de sorte que les travailleurs arrêtent d'aller en grève. On a voulu négocier sans bruit, sans tambour. Ce n'est que quand on est allé dans ce préavis que finalement le groupe s'est rétracté pour revenir sur les acquis qu'il y avait. Parce que le groupe était revenu sur les acquis et c'était ce qui n'était pas normal. C'était un troisième point. Donc actuellement on est revenu aux acquis. Donc ça c'est un point qui a été validé. L'autre point c'est Sotraca. Sotraca, on a discuté avec le DG également dans le cadre de ce préavis. Les travailleurs qu'il avait licenciés au nombre de 7. C'est une société de transit, n'est-ce pas? Non, Sotraca c'est une société d'essence. D'accord. Et le directeur de Sotraca a accepté volontiers, ça durant même les négociations,
le retour des camarades là où ils travaillaient. D'accord. Donc, tous ces 12 points... On peut dire qu'il y a eu véritablement des... Donc, ce n'est pas avancées, que les 4 quoi. points. Mais en réalité, pourquoi j'insistais sur les 4 ? Oui. Parce que les autres points, il y avait eu des accords avant qu'on aille en grève. Ok, Donc, allez-y, Abdraman. Je sais pas, vous êtes de BDM, non? Je suis de la BICIM. D'accord. Mais on a constaté quand même que la BDM n'était pas solidaire de votre grève. Justement. N'est-ce pas? On a vu, effectivement. Est-ce que cela aussi ne fait pas partie des raisons pour lesquelles vous avez reculé? Mais la BDM n'a jamais participé à nos grèves. Alors, donc ce n'est pas une raison, on n'a jamais reculé. Que la BDM ne participe pas à nos grèves, ça ne change pas la couleur de c'est notre la plus café. grande banque quand même. Mais ça n'a jamais changé la couleur de notre café. Et on a toujours gagné tous les combats qu'on a menés. Et je suis sûr que les travailleurs de la BDM sont mal à l'aise. Parce que, en refusant d'aller à cette grève, ça veut dire qu'ils sont d'accord que leurs camarades de Orabank restent en prison. Mais vous auriez voulu les avoir avec vous. Mais c'est naturel. Oui. Ça veut dire qu'ils sont d'accord que les taux de la BOA ne soient jamais revus et qu'on revienne sur les acquis. Et je me rappelle que ces travailleurs de la BDM... vous demandez aussi que le DG soit relevé à l'époque. Bon, vous avez vu le résultat. Ça, vous avez vu le résultat. C'était sur ce plateau même, effectivement. Ouais, effectivement. C'est 3 DG qui ont été relevés. Donc c'est pour dire que la BDM, ça ne change pas la couleur de notre café. Pas du tout. Mais c'est triste pour les travailleurs de la BDM. C'est très triste. Parce que tous ces acquis, vous vous rappelez sur ce même plateau, quand on se battait, ils peuvent aussi quand on dire a que c'est obtenu triste les pour vous, augmentations de M. Ba. 10%, Oui. quand on a obtenu les augmentations de 10%, figurez-vous, la BDM a été la première banque à appliquer chez eux les 10%. Alors qu'ils nous combattaient parce qu'on demandait les 10%. Mais la banque a été la première banque à appliquer les 10% avec rappel. Les primes des zones difficiles, qui sont des acquis aujourd'hui, ces primes des zones difficiles, la BDM a été la première banque à l'appliquer. D'accord. Alors qu'elle se touche des solidarités de nos grèves, mais elle bénéficie de tous les avantages que nous avons. Ce qui est normal. Vous disiez tantôt M. Ba, et c'est ça le syndicalisme. que le moratoire ne concerne pas les engagements antérieurs déjà pris. Aujourd'hui, je pense que vous êtes secrétaire aux revendications de l'UNTEM. Vous faites office de secrétaire aux revendications de l'UNTEM. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les engagements antérieurs, sur l'observance par les autorités actuelles des engagements antérieurs, et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore au niveau de l'UNTEM, vous observez encore ce moratoire par rapport aux engagements antérieurs? Est-ce que vous êtes satisfait de du traitement que les autorités ont fait de vos revendications antérieures? Sur les engagements antérieurs, beaucoup de ces engagements ont été plus appliqués pratiquement. On avait demandé les grilles, l'alignement des grilles, où nos camarades des enseignants ne comprenaient pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est un acquis. Ça a été mis en œuvre. Et ça s'est ressenti sur tous les salaires. Et l'alignement sur... ça s'est ressenti sur les salaires? Tous les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous pensez alors de l'augmentation des prix et de l'impact de l'augmentation de la cherté de la vie aujourd'hui, puisque entre-temps, vraiment les produits de première nécessité ont connu vraiment une hausse vertigineuse. Sinon, il a parlé de salaire quand même. Effectivement, mais ça a une incidence sur les salaires, effectivement. C'est ça le problème. Puisque au fur et à mesure qu'on augmente les salaires, il y a la cherté de la vie qui annihile les efforts d'augmentation des salaires. C'est pas vrai? Vous savez, la cherté de vie, elle n'est pas que malienne. Aujourd'hui, elle est mondiale. C'est pour cela que j'ai dit, faisons attention au contexte mondial. Aujourd'hui, la cherté de vie est une réalité partout. Au Mali, peut-être moins encore que d'autres pays. Quand on prend le carburant qui a flambé, quand on prend le riz, le sucre, du simple au double pratiquement. Oui, mais est-ce que cela n'annihile pas? Ça n'annihile pas les efforts d'augmentation des salaires, ça ne se sent pas. Est-ce que cela aussi ne peut peut-être pas l'empêcher de se féliciter de l'augmentation? Effectivement. Nous, ce que nous voyons... Ou bien peut-être sans augmentation, ce serait beaucoup plus ressenti. Oui, justement. Nous, ce que nous voyons, peut-être sans augmentation, ça allait être pire. Parce que j'ai dit, c'est le contexte mondial. Peut-être sans augmentation, les prix allaient doubler, mais on allait être avec les anciens salaires. D'accord. Allez-y. Moi, le choix de moment d'observation de cette grève, le 26 et juste à la fin du mois, est-ce que ce n'est pas une façon de frapper les clients au portefeuille? Vous savez, la grève s'est faite pour que ça pèse.
si la grève n'est pas contraignante. Mais les clients ne doivent pas payer le prix. Si la grève n'est pas contraignante. Si la grève n'était pas contraignante, on n'allait pas trouver des solutions à 2h du matin. Justement. C'est parce que c'est contraignant qu'on trouve la solution. Quand un syndicat dépose un préavis de grève, il choisit son moment. Tout est stratégique pour pouvoir trouver des solutions et éviter la grève. Comprenez que aucun syndicaliste ne souhaite aller en grève. Quand tu vas en grève, tu ne dors plus. Les piquets de grève, etc. La grève n'a jamais été l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre les revendications. Et quand les revendications sont satisfaites, c'est pour cela que quand elles ont été satisfaites à 2h du matin, nous étions obligés, ce n'est pas dans nos habitudes, de suspendre le mot d'ordre de grève à 2h du matin et d'alerter. Mais nous avons pris le soin de dire au ministre. D'habitude, c'est à minuit. Mais si cette grève avait lieu, vous alliez quand même être confronté. On a pris le soin de dire au ministre, faites savoir à tous les chefs que, compte tenu de l'heure à laquelle on a suspendu le mot d'ordre de grève, les gens peuvent ne pas avoir l'information. Peuvent avoir l'information un peu en retard et qu'on ne leur tienne pas rigueur. Et ça a été acté. Mais justement, c'est le reproche que je vous fais personnellement, parce que j'étais à votre conférence de presse, où vous avez été clair. La grève est maintenue, elle va se faire sans service minimum. Et à notre grande surprise, moi c'est le lendemain pratiquement, vous avez vu le lendemain, tous les bonne surprise avec vraiment l'information, comme quoi les banques sont en grève. Mais il a été dit que c'est le soir que vous êtes passé à leur thème pour informer de la suspension de ce mode de grève. Mais ce que je veux savoir, est-ce que le fait que l'une des banques quand même les plus assises, qui est la BDM, je ne fais pas de la publicité, quand même, avait menacé de se désolidariser de votre action, que vous avez reculé. Bon, ça je vais clarifier définitivement. Oui. En 2019, quand on est allé en grève dans l'affaire Fatoumata Sango, la BDM, ça concernait la BDM n'est pas allée. Sango est retourné à la BDM. En 2021, quand on a déposé notre préavis de grève, la BDM a dit qu'elle ne partait pas à la grève. Leur DG est parti. Ils n'ont pas pu le maintenir là-bas. Et on a dit qu'il allait partir. 3 DG sont partis. Et nos revendications là ont été satisfaites. D'accord. Pourtant, ils partaient travailler. Okay. Donc, ce n'est pas parce que la BDM s'est rétractée que nous, on s'est rétracté. Ça n'a rien à voir. La BDM ne s'était pas engagée. La BDM n'a jamais été engagée. Justement. La BDM n'est même pas dans nos calculs. Donc, on ne parle pas de rétractation. Allez-y. Pour vous aider. Voilà. On revient à la question que vous avez un peu effleurée tout au début de cette émission. C'est que vous avez quand même le courage de dire de la justice ce que beaucoup de gens retiennent. Et je vous ai suivi lors des dernières sorties dire que présenter la justice, la décrire comme une certaine institution qui est tout juste bonne pour faire du chantage, pour rançonner les citoyens. Et vous dites même avoir des preuves. Oui, justement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dire aujourd'hui vraiment quelles sont les preuves dont vous disposez que la justice, ce sont des présomptions sur beaucoup de gens, mais de là à avoir des preuves, ça, vraiment, c'est de vous seulement que nous l'avons appris. Et vraiment, le public, je pense, serait intéressé d'avoir les preuves concrètes que la justice n'est qu'une justice rançonneuse et une justice chantageuse. Sinon, Abdraman n'a aucune preuve. Hein? Je précise que j'ai toujours nuancé. J'ai toujours dit qu'il y a des juges bons. Okay. Ouais, je vous ai une fois entendu dire ça aussi. J'ai toujours dit ça parce que dans un regroupement, tout le monde ne peut pas être mauvais. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des gens bien. Maintenant, on a l'habitude de le dire. Une seule graine mauvaise dans la bouche, ça dénature toutes les graines qu'on a dans la bouche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la justice, on a une certaine vision. Je n'ai pas honte de le dire. C'est peut-être partout. Mais aujourd'hui, quand on enlève les problèmes du Mali qu'on a, quand on enlève les problèmes de la justice, le reste là, je suis sûr que ça peut se gérer. Toutes ces impunités, la corruption. Donc vous réitérez ces propos, hein? Non, ce n'est pas ça. Il dit avoir des preuves. C'est une réalité. J'arrive. C'est une réalité. Oui. Maintenant, j'ai dit une chose. J'ai dit effectivement que la prison est utilisée comme un moyen de chantage. Et ça, c'est connu. Moi, je l'ai dit, mais tous les Maliens le murmurent. J'ai juste osé le dire, mais tous les Maliens le murmurent. J'ai dit qu'on a des preuves. On a des preuves.
Je viens d'évoquer un cas de la BICIM. On a tous les dossiers. Un opérateur économique détourne les biens gagés, qui n'est pas inquiété. La banque est flambée de 2 milliards 800 millions. Ça, c'est à la BICIM seulement. Le même client, il a fait les mêmes actions, le même montant dans une autre banque. Plus de 6 milliards qu'il a, lui seul, il ne peut pas faire ça seul. Il ne peut le faire qu'avec l'accompagnement des magistrats. Le chantage ici, ça se passe. J'arrive. Mais le chantage par rapport à la prison, c'est quoi? Oui. C'est ce que nous avons dit. Parfois, je l'ai dit la dernière fois lors de ma sortie, des DG de banque qu'on fait asseoir sur un banc de 8h jusqu'à 18h pour leur dire, vous pouvez rentrer, demain je vais vous appeler. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est quel DG? À quel Le DG de la BMS à l'époque, Babaliba, le DG de... C'est 3 DG, je crois, le DG de la BDM. Je vous aurai les noms. 3 DG de banque qu'on a fait asseoir du matin au soir. Au pôle? Au pôle économique. Et dirigé par qui à l'époque? Je ne me rappelle plus. C'était en quelle année? Je ne me rappelle. Ça, on va... Non, terminé. On va y aller. le temps, oui. Maintenant, j'ai dit autre chose. Oui. J'ai dit, par rapport à un procureur, j'ai dit, on a des preuves. On a des preuves par rapport à un procureur à Kangaba qui se comporte très mal. Et ça, nous l'avons. J'ai fait transcrire cela par un huissier et je l'ai avec moi. D'accord. Et ça, c'est réel. Et vous avez donné à qui de droit? Allez-y. Nous comptons les compiler tous. Oui. C'est ce qu'on a dit. Nous allons tout compiler. Toutes les affaires mal jugées qui concernent les banques. Nous attendons le retour de l'association des juristes des banques qui doivent nous donner tous les documents et nous allons les transmettre à qui de droit. Et qui de droit, c'est qui? C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que ça s'arrête. Dans ce pays, si on ne redresse pas la justice, tout le reste là, c'est le chaos. Posez votre dernière question. Et ça, c'est clair. Monsieur Ba, c'est une remarque. À toutes vos sorties, on a l'impression que vous avez des dents contre la justice. Vous dénoncez, vous faites des révélations. Tout ça là, c'est parce que vos camarades ont des ennuis judiciaires? Non, il ne s'agit pas que d'avoir des ennuis judiciaires. Nous, on l'a dit, nous sommes des justiciables. Des justiciables. Tous les Maliens, nous le sommes tous. Mais je vais vous dire, ce que je suis en train de dire, vous le pensez. Vous confirmez, vous le pensez? Tous les Maliens le pensent. Tous les Maliens le pensent sans exception. Maintenant, ce que j'ai dit, il faut qu'on dise la vérité pour que les choses changent. Je n'ai rien contre la justice. Mais moi, je sais ce que nos banques subissent. Je le sais, je suis dans la banque. J'ai tous les dossiers, je vois. Et ça fait mal. D'accord. C'est l'État qui perd, ce sont les banques qui perdent. Au profit de qui? Au profit de quelques individus. Quand on dénonce ça, c'est normal. Maintenant, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour redresser. On parle de Malikoura, non? Allez-y. On parle de redressement. Allez-y. Il faut oser dire. Allez-y. Ma dernière question, je reviens toujours en arrière. Il avait dit au début, il avait dit au début, puisque des choses que je laisse en suspens. Vous avez dit au début que nous devons tous accompagner la transition pour qu'elle aboutisse à des élections transparentes et crédibles et tout le reste pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous pensez que les élections seraient transparentes et crédibles si les hautes autorités aujourd'hui se prêtent à ce jeu et à ces velléités, du moins ça donne à ces velléités qu'on leur prête d'être candidats, c'est-à-dire d'être joueurs, d'être acteurs dans un jeu où ils devraient être l'arbitre. Par exemple, effectivement, pour être clair, on prête des intentions aujourd'hui au chef de l'État actuel d'être lui-même candidat et de reprendre la main cette fois-ci en tant que président élu. Est-ce que vous pensez que les élections peuvent être libres, crédibles et transparentes avec ce schéma-là? Vous savez, je suis de ces Maliens qui pensent que tous les Maliens ont droit à se présenter aux élections présidentielles, pourvu d'abandonner la tenue. 1. De 2, si on n'accorde pas le bénéfice du doute à celui qui est président
D'abord, normalement, si on suit la charte, ce n'est pas lui qui organise. Il quitte, normalement, il démissionne. Maintenant, en dépit de tout cela, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est président, dès lors qu'il est président et qu'il doit organiser les élections, ça ne serait pas transparent et accorder des deuxièmes mandats au président. Tous les présidents qui font leur premier mandat, c'est eux qui organisent les élections. Mais on dit, on suppose, en tout cas, on accorde le bénéfice du doute en se disant, c'est des gens normalement qui doivent, en tout cas c'est une exigence, ils doivent aller vers l'organisation des élections propres, transparentes et crédibles. Et ça, le rôle de veille, c'est nous. Vous, c'est le peuple, c'est la société civile. Veillons à ce que ces élections qui vont arriver soient des élections transparentes, crédibles, acceptées par tous. Le référendum l'a déjà été, selon vous? Le référendum, je ne sais pas. Mais je crois que ça a été bien fait. Monsieur Ba, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman. Bon, il faut reconnaître, comme je l'ai présenté, au départ, Monsieur Ba, on avait des présomptions, on avait des attentes de courage, des attentes de franchise dans ses approches, telles qu'il s'est de tout temps illustré. Je pense que la franchise n'a vraiment pas manqué aujourd'hui ce soir. Il a été vraiment franc. Il a été poignant sur beaucoup de choses. Mais j'ai retenu qu'il s'agit d'une franchise et d'une poigne sélective. Sélective, puisque quand il s'agit du Premier ministre, par exemple, effectivement, le Premier ministre, c'est ceci, c'est là. Il monte sur sa grande chevaux. Des discours. Quand il s'agit de celui qui emploie le Premier ministre, qui cautionne ce que le Premier ministre fait, il y a de la retenue. Et vous venez de la voir quand on a abordé la dernière question également sur cette histoire de présidence putative, si vous voulez, de candidature putative du chef de l'État. Il a eu la même attitude. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas pour qu'il ait une franchise, une poigne mesurée que nous l'avons acheté ici, mais nous l'avons appelé pour qu'en réalité, et nos attentes pour moi, c'est que vraiment il soit poignant et franc en toutes circonstances. C'est qui n'a pas, à mon sens, été vraiment le cas. Mais j'ai beaucoup apprécié son attitude qui consiste à ne pas seulement défendre ses militants en tant que dirigeant syndicaliste, mais aussi à se mêler également de la prospérité des entreprises. Oui. Effectivement, moi, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense, monsieur Turc, que je ne vais pas être trop rigoureux avec un jeune cadre qui a beaucoup... Un garçon, hein? Non, cette fois-ci, il a évolué. Un jeune animateur de la scène publique qui a beaucoup, qui aurait beaucoup d'avenir. Si je devais être rigoureux, j'aurais dit de le condamner. Oui. Mais je vous demande de le mettre en sursis. Laya. Bon, je ne suis pas surpris, hein, puisque Ba, j'ai connu, je l'ai dit au début de cet exercice, c'est un monsieur vraiment courageux, et il a parlé sans langue de bois. Et seulement, des fois, quand je suis en face de lui, je m'interroge, est-ce que c'est un homme politique ou un syndicaliste? Et au cours du débat, il a confirmé, il dit que le syndicalisme aussi, c'est la politique. Et j'avoue que j'ai trouvé en lui quelqu'un qui a quand même le souci du devenir et de l'avenir de ses camarades syndiqués. Et il s'est toujours battu corps et âme, même si ça lui a valu des attaques, des critiques. Et c'est ce qu'il a démontré sur ce plateau. Et pour ça, je voudrais qu'il soit plaider pour qu'il soit libéré, acquitté, vraiment. Il a compris mon premier message. D'accord. La clémence. Courageux, franc,
poignant par endroit, ce sont les qualificatifs que... Sélectif. Hein. Je dis, c'est pourquoi je dis poignant par endroit. Ce sont les qualificatifs que le jury vous crédite, M. Ba, au bénéfice donc de ces qualificatifs favorables. Il me plaît de vous libérer purement et simplement de l'un de l'accusation. Vous êtes acquitté, un dernier mot. Merci beaucoup. Je voudrais dire juste au camarade Keïta, je l'appelle ainsi parce que c'est un combattant des libertés et de la démocratie, que je n'ai pas été en réalité sélectif. J'ai dit ce que je pense. Vous avez épargné Assimi Goïta, c'est ça. Mais j'ai été franc. Il attaque le président, il n'est pas le président. J'ai dit et je répète, pour moi, il ne faut exclure aucun Malien dans les élections. Et franchement, c'est ma pensée et pour moi, c'est ça qui est démocratique. D'accord. Maintenant, s'il gagne, alhamdulillah, ou tant pis ou tant mieux. S'il perd, tant pis ou tant mieux. Vous n'allez pas battre campagne pour lui davantage. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup. Ainsi, Je ne me suis pas trompé. ainsi prend fin ce numéro de votre émission. Grand jury qui recevait, oui, vous êtes libre. Justement, Apprécie beaucoup. justement. Tout ça, c'est dans la franchise. Nous recevions M. Amadoun Ba, secrétaire général du syndicat national des banques et établissements financiers, commerce et pétrolier. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à El Hadji Chana Takiou du côté du royaume